Donc, reprise d'Avot, Perek Sheni, Mishnah Yudbet, donc chapitre 2, Mishnah 12. Souvenez-vous, c'était Rabbi Yossé. Je reviens sur la deuxième sentence, le deuxième aphorisme de Rabbi Yossé. Je relis V'hadken atzmach lilmod Torah she'ena Yerusha lach. Très connu. Hadken atzmach lilmod Torah. Disons, dispose-toi, apprête-toi à étudier la Torah chez Ena Yerushalayim, parce qu'elle n'est pas un héritage pour toi. Je vous rappelle très vite, donc je vous annonce déjà que la leçon aura d'abord un petit préambule, et puis après nous attaquerons le Yerushalmi. Je vous rappelle la position sur Ena, sur Adken Atzmach Lilmod Torah, ce que le Sforno disait d'une si belle formule. Le Sforno disait et résumait la position de Rashi et du Rambam. Le Sforno disait d'une belle formule, il résumait la chose. Hadken atzmach lilmod Torah, le Sforno disait, Yoter meha'achana asher lecha bateva. Apprête-toi, dispose-toi à étudier la Torah. Apprête-toi à étudier la Torah. Yoter meha'achana, plus que tu ne serais disposé à le faire naturellement. Yoter meha'achana asher lecha bateva. Très belle formule du Sforno. Plus que tu ne serais naturellement disposé à le faire. Donc il ne s'agit pas d'étudier autant que notre nature nous le permet. Nature, autant que notre facultés naturelles nous le permettent. Non, étudier, hadken atzmach, c'est dispose-toi à étudier au-delà de ce que ta nature te le permet. Bon, c'est le dépassement de soi, c'est une autre variante. Très beau, très belle formule, qui ramasse vraiment le commentaire du Rambam et... Mais le plus, il est sur la quantité d'études ou la quantité de disposition? Le plus. Il a dit dispose-toi. Yoter meha'achana asher lecha bateva. Plus, littéralement, plus que la disposition que tu as en nature, dans ta nature. Le plus, c'est étudier plus que... Il faut étudier au-delà Non, au-delà. de ses propres capacités. Voilà. Au-delà de ce que la nature... Donc si pour ceux qui croient qu'étudier, c'est simplement s'exercer naturellement à l'étude des textes, autant que sa nature le permet à l'étude des textes, il se trompe, il se fourvoie. En tout cas, si on en croit Rabbi Yossé, celui-là se fourvoie. Autrement dit, si l'on ne force pas sa nature, si l'on ne force pas sa nature, si l'on ne force pas sa nature, on n'est pas dans le Hadken Atzmach. Je reviens sur l'idée, donc sur le commentaire que j'avais commencé la dernière fois de Ena Yerushalayim, elle n'est pas un héritage pour toi.
Pourquoi c'est un point fondamental? Parce qu'il n'est pas de culture humaine, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle, qui n'ait cédé à l'illusion du savoir hérité. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois de cette illusion, et je vais y revenir, mais je voudrais y revenir après un préambule une sorte d'agdama, d'introduction à l'étude du Yerushalmi qui va suivre. J'intitulerai ce préambule « Histoire et mémoire ». Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Dans les sociétés de l'oral, les sociétés dites primitives, voire préhistoriques, dans la mesure où l'histoire commence avec la naissance de l'écriture. Dans ces sociétés de l'oral, c'était la mémoire vivante des sages ou des anciens qui garantissait la transmission du savoir clanique. Chaque clan a son histoire, chaque clan a sa naissance, la mémoire de cette naissance, la mémoire de sa formation, c'était la mémoire vivante des anciens. Dans toute société primitive, il y a des anciens qui sont la mémoire, qui gardent la mémoire vivante de la naissance du clan. On peut dire qu'ils incarnent, ou qu'ils ont incarné, bon, il existe quelques sociétés de l'oral encore, très peu, qui tentent à disparaître. Ces sages incarnent la culture du clan. Notamment, ils sont notamment les dépositaires des mythes fondateurs du clan. Puis, on a inventé l'écriture. On invente l'écriture, qu'est-ce qui se passe? La mémoire, le savoir de sa naissance se dépose alors dans la pierre d'abord, c'est les fameuses inscriptions cunéiformes, dans la pierre d'abord, puis sur du papyrus, puis sur du parchemin, puis sur du papier, puis aujourd'hui, le savoir est absorbé dans le flux électrique. D'accord? Donc voilà un peu l'évolution. Ce qui est important, c'est que, avec la naissance de l'écriture, le savoir de la naissance, ce qui constituait la mémoire, ce savoir s'est déposé. On n'a plus eu besoin d'anciens pour nous rappeler, génération après génération, nous rappeler la naissance, l'histoire du clan, la naissance du clan, les mythes fondateurs du clan. Tout était déposé dans les archives de la cité, puisque l'écriture est aussi contemporaine, la naissance de l'écriture est aussi contemporaine de la naissance des cités.
le savoir, que le savoir se dépose, ça c'est un moment critique, un moment critique. Il faut vraiment que vous l'entendiez. C'est un moment critique puisque c'est, à mon sens, la naissance de l'histoire. Je m'explique sur le sens que je donne ici à l'histoire. Dans les sociétés orales, on a dit, les anciens conservaient la mémoire du clan. Au sens strict, ces sociétés n'avaient pas d'histoire, mais une mémoire vivante incarnée. Ces sociétés n'avaient pas d'histoire. Alors on peut le vérifier. On peut le vérifier par des études ethnographiques, anthropologiques. C'est des sociétés sans histoire. C'est quoi alors? Entre histoire et mémoire, c'est pas. Je comprends pas. Bah attends, on va. La mémoire est incarnée par. La mémoire est vivante. L'histoire ne l'est pas. Alors j'anticipe, l'histoire est sédimentaire. Je vais m'expliquer sur ce terme. C'est une image, bien sûr, mais je vais m'expliquer sur ce terme. La mémoire, non. La mémoire est vivante, puisqu'elle est celle d'anciens, elle est celle d'hommes. Elle est la mémoire d'hommes. C'est un peu comme la Shoah, si tu veux. Voilà. On était jusqu'à très peu, je ne sais pas, est-ce qu'il reste encore... Oui, il reste encore quelques survivants. Bah, on est encore, voilà, il existe encore une mémoire vivante de la Shoah, mémoire qui se raréfie. Il ne restera plus de la Shoah qu'une histoire. Dans les sociétés orales, les anciens préparaient d'autres plus jeunes à devenir les anciens pour prendre la suite. Et ils se transmettaient la mémoire du clan. Oui, j'ai pas l'impression que ce soit arrêté à la naissance de L'écriture. Si. Après, il y a bien eu des. Les anciens, c'était. Qui formaient des disciples. Oui, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la dimension de l'étude. Ce que j'appelle. La dimension de l'archive, d'accord, n'est plus passée, avec la naissance de l'écriture, n'est plus passée par la mémoire des hommes. C'était fini. Ah ben, les hommes, si tu veux, après, bien sûr, les anciens ont occupé une autre fonction, après, fonction de conseiller, de sage, etc. Donc ça, c'est un autre... Mais pourquoi la mémoire qui se transmet, on ne peut pas l'appeler histoire? Et pourquoi l'appeler histoire, puisqu'elle s'appelle déjà mémoire? L'histoire, c'est autre chose. L'histoire, c'est autre chose. Je vais montrer ce que c'est que l'histoire. Attendons d'être... Avant la naissance de l'écriture, c'était une nécessité que la mémoire fût incarnée dans des hommes. Sinon, c'était l'oubli. Comme il fallait que la mémoire s'incarnât, on ne pouvait retenir que l'essentiel. On ne pouvait pas tout retenir. La mémoire d'un homme est limitée. On ne pouvait pas tout retenir. C'est pourquoi les Baalé Tosafot, au Moyen-Âge, même si effectivement on écrivait, dans l'organisation des synodes, eh bien, les Tosafot savaient qu'ils ne pouvaient pas retenir tout le chasse, donc ils ne retenaient qu'une macérette chacun, donc chaque. Et lors de synodes, ils se réunissaient et discutaient ils pouvaient faire de la science hypertextuelle. Une mémoire exhaustive, ça signifie son éclipse.
à vouloir, c'est-à-dire l'oubli, à vouloir tout retenir, on ne retient rien. D'accord? Dieu, donc, un des traits caractéristiques des sociétés primitives, c'est le caractère rudimentaire du savoir dont ils ont la mémoire. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait, il était impératif de ne retenir que l'essentiel. C'est un trait caractéristique des sociétés de l'écriture d'avoir un savoir pléthorique. Donc jusqu'au moment, le moment d'acmé, en tout cas dans l'Antiquité, l'acmé, c'est la création vers moins 270 ou 13, j'ai oublié, de la grande bibliothèque d'Alexandrie, censée contenir tout le savoir écrit du monde. Le point d'acmé. Alors, évidemment, on va reparler de la toile aujourd'hui. Ce qui veut dire que la mémoire est par essence sélective. Par essence, la mémoire est sélective, limitée. Il est dans l'essence de la mémoire d'être sélective et non exhaustive. Évidemment, je vais montrer que l'histoire, au contraire, a pour vocation l'exhaustivité, pour idéal, Alors, il y a eu l'écriture. L'écriture a permis de passer de la mémoire limitée, donc sélective, à l'histoire illimitée dans son principe. Pas de fait, mais illimitée en droit et donc exhaustive, non sélective. Alors évidemment, dans l'histoire des hommes, tout cela ça commence par cette tension de l'histoire vers l'infini, c'est-à-dire l'illimitation. C'est d'abord sur le mode du balbutiement, d'accord? Puisque matériellement, techniquement, c'était difficile. Bon, voilà. Le papier était cher, etc., etc. D'abord le parchemin, puis ensuite même le papier. Mais avec l'imprimerie, ça a déjà connu un essor considérable. Et aujourd'hui, l'histoire s'accomplit avec le numérique. C'est-à-dire qu'on tend de plus en plus, l'histoire tend de plus en plus à l'exhaustivité. C'est ce qui fait que les flux au jour le jour d'informations croît de manière exponentielle. D'accord? Mais c'est dans l'essence de l'histoire, c'est pas anodin. C'est dans l'essence même de l'histoire. Ouais. Il me semble que quand on lit par exemple le Tanakh, Ouais. on a des écrits Ouais. qui ne sont pas forcément tous historiques. Ouais. Et on a l'impression que les récits qui y sont consignés n'ont pas vocation à être exhaustifs. Et que dans l'écrit même, tu as déjà une sélectivité. Mais tu parles de la Torah, là. Oui, la Torah ou oui. Alors, pareil, Mais la Torah, c'est une exception. C'est justement à là que je vais venir. C'est à ça que je veux aboutir. À montrer que la Torah, justement, échappe au régime de l'histoire. Mais je vais y venir. Alors, donc c'est prématuré. Ta remarque est prématurée. Les récits d'Homère, par exemple. Ouais. Et ben quoi? Ce ne sont pas des récits qui visent à l'exhaustivité de la guerre de Troie. Ça sélectionne un certain nombre de faits. D'abord, c'était oral. D'abord.
ça a été mis à l'écrit plus tard. Donc c'est d'abord oral, c'était d'abord des rhapsodes, ça. J'ai oublié le nom des poètes grecs qui récitaient les récits Donc c'était au contraire, c'était à l'origine des ouvrages de mémoire, mais tu prends, par exemple, la philosophie, c'est hallucinant. Hallucinant, la production, dans l'Antiquité, la production philosophique. Pas un philosophe aujourd'hui ne produit comme, sauf Onfray, mais bon, je veux dire, on peut pas. Les Havdil, Elef Havdalat, comme on dit, sont Onfray, mais sur le mode de la caricature. Dans l'Antiquité, on produisait, tu vois, alors tu prends les catalogues des œuvres des auteurs de l'Antiquité, mais c'est invraisemblable. Épicure écrivait, je sais pas, tous. On a perdu 90% de la. Il y avait. Pourquoi c'était pas. On découvrait l'écriture. Chez les Juifs, c'est beaucoup. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Surtout avant le psak de Rabbi sur l'écriture, la transcription de la Mishnah. Avant la transcription de la Mishnah, c'est une production quasi inexistante. Bon, mais je vais y revenir. Ce que je veux dire simplement, encore une fois, c'est pas qu'il y a chez tel ou tel individu, chez tel ou tel auteur, une envie d'être exhaustif. C'est pas ça. Je te dis. L'idée que l'on s'est fait très après la naissance de l'écriture, l'idée que l'on s'est fait de la culture, c'est l'idée, comme dirait Milner, je reviendrai sur cette expression de Milner, c'est l'idée d'un savoir absolu, c'est-à-dire exhaustif. Parce que l'écriture la permet. On est donc passé d'une mémoire sélective des sociétés primitives à l'histoire comme duplication scrupuleuse du réel, ce qui s'appelle aujourd'hui, donc, on l'a dit, la toile, le web. L'écriture, le ktav, a permis non seulement de fixer le savoir, mais encore de l'étendre ad libitum, à volonté, à l'envie. C'est d'où ma thèse. Tout savoir déposé. Donc, je prends n'importe quel auteur, penseur même. Dès lors qu'il compose un livre, donc dès lors que l'on passe de la méditation au savoir déposé, parce que écrire un livre, c'est déposer du savoir. Tout savoir déposé est une histoire, c'est-à-dire une relation relatée, une relation d'idées. Alors il y a l'histoire factuelle, l'historiographie factuelle, c'est-à-dire les chroniques, etc., etc. Mais il y a aussi l'histoire intellectuelle, historiographie intellectuelle, c'est-à-dire tout savoir déposé. Autrement dit, corollaire de ma thèse, tout savoir déposé n'est pas stricto sensu du savoir. Tout savoir déposé n'est pas stricto sensu. Enfin, aucun savoir déposé n'est stricto sensu du savoir. Prenez même les auteurs, parce qu'au fond, je le sais puisque j'écris moi-même, un auteur est très vite conscient, le sent conscient, enfin plus ou moins conscient, de ce qui se passe quand il écrit, de ce qui se produit quand il écrit. Il sent bien
quelque chose se dépose, et donc, pour ainsi dire, pour reprendre l'image des stèles de l'Antiquité, de la première Antiquité, le savoir se pétrifie. Il le sent bien. Donc, d'où la nécessité. C'est très net, par exemple, en scolastique. Vous prenez un traité de scolastique, c'est du savoir en pierre. Alors là, c'est net. Mais en revanche, quand vous prenez Descartes était très sensible à ça. Descartes a voulu, un peu comme le fameux commandeur de la légende, il a voulu rendre à la pierre de la vie. C'est pourquoi il compose ses méditations comme il le fait, comme un récit, pour donner vie autant qu'on peut. Mais c'est vain. C'est vain. Tout savoir déposé, même si on use d'artifice pour lui insuffler la vie, tout savoir déposé finit est une histoire, ça n'est plus stricto sensu du savoir. C'est vain pour autant? Ben non, d'où la nécessité de l'étude. Mais encore une fois, c'est une remarque prématurée puisque je vais y venir. Évidemment, il s'agit maintenant d'introduire l'étude, le Talmud Torah. Tu peux arrêter d'écrire des livres. Ah ouais, je peux faire plein de choses. Je peux me jeter d'un train, je peux me pendre, une grande variété de mises à mort. Alors, de même donc que la mémoire vivante des faits dans les sociétés orales, sociétés de l'oral, de l'oralité, de même que cette mémoire vivante se change dans les sociétés de l'écriture en histoire, en historiographie factuelle, de même le savoir vivant de l'étude orale, parce que le savoir, enfin, ce que j'appelle l'histoire intellectuelle, ou la culture, si vous préférez, si vous préférez un terme plus familier, la culture, c'est d'abord une étude orale. La philosophie grecque, c'est d'abord des discussions dans un jardin, sous un portique, etc., etc. C'est d'abord ça. Hélas, la philosophie s'est condamnée à la pierre. La question c'est, est-ce qu'il en sera de même pour nous, pauvres juifs, de l'étude? Donc de même que la mémoire vivante des faits se change en historiographie factuelle, de même le savoir vivant de l'étude orale se change dans l'écriture en historiographie intellectuelle, c'est-à-dire en fait, je relate les idées qui me sont venues. Alors ça peut prendre la forme d'une doctrine, ça prend la forme d'un système. Il n'empêche, en définitive, ça n'est jamais qu'une relation d'idées, c'est-à-dire une historiographie. Ce que j'appellerais formation de la culture ou sédimentation des idées. La culture se forme de la sédimentation des idées. Voilà. Les idées des présocratiques ont été déposées dans des traités, dans des livres, dans des parchemins. Première couche sédimentaire. Deuxième couche sédimentaire, les dialogues socratiques. Troisième couche sédimentaire, les leçons d'Aristote, etc., etc. Il n'y a rien à faire. Un ouvrage
l'ouvrage, même l'ouvrage intellectuel le plus vivant, le plus live, dès lors qu'il est déposé, dès lors qu'il est transcrit, se change en historiographie, en une relation d'idées. J'en viens au terme de ce préambule. Comment croyez-vous qu'en juif, ou dans le Lachon Chazal, cette histoire se dit en hébreu? Je renvoie à notre Mishnah. Yerusha. Yerusha, s'il fallait traduire audacieusement, il faudrait traduire par culture. Et entendez par culture ce que je vous ai dit. La sédimentation du savoir, c'est-à-dire l'histoire des idées, mais pas au sens universitaire du terme, c'est-à-dire la relation des idées telle qu'elle est, telle qu'elle a pu se faire sous de quelque manière que ce soit. Alors, la mémoire des anciens qui se transmettait, Ouais. ça, c'est pas une Yerusha. Absolument pas. Absolument pas. C'est pas une Yerusha. C'est pas une Yerusha. Et le terme se dit ici Yerusha. D'ailleurs, nous allons voir qu'il y a justement dans l'Yerushalmi que l'on compare la Torah et Eretz Israël, parce que des deux, l'on dit qu'elles sont des morachot, plus exactement. Morachot. On dit d'Eretz Israël qu'elle est une moracha, on dit de la Torah qu'elle est une moracha, Torah Tzivalanu, moracha Kivat Yaakov. Et c'est la Torah Shebirtav. Donc c'est vraiment toute l'ambiguïté, et c'est donc comparé à la terre, justement, à la Yerusha d'un bien immobilier. D'accord? La mémoire, c'est pas la Yerusha. Du tout. C'est un tout autre, ça relève de toute autre chose. Pour dire qu'on a vraiment perdu, au fond, que les sociétés dites civilisées, que les civilisations, la civilisation a pour le coup perdu quelque chose qui s'appelle l'oralité et la mémoire. Si la civilisation, c'est une société historique, avec un devenir historique, les sociétés primitives sont des sociétés avec mémoire. Donc, la question se pose, évidemment, vous l'avez compris. Quid de la Torah Shebirtav? La Torah, dite écrite, la Torah Shebirtav, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi? C'est la culture. C'est la culture juive. Je veux dire, le noyau de la culture juive, dont les rayons épars sont des reflets bigarrés. C'est quoi la Torah Shebirtav? Le noyau de la culture juive. C'est de l'histoire, c'est Yerusha. Rabbi Yossé dit Hadken atzmach lilmod Torah she'ena Yerusha lecha. La Torah, ça n'est pas une Yerusha. La Torah, pour toi, le juif de l'étude, ça ne doit pas être une Yerusha. Ça n'est pas une Yerusha. Si tu
Si tu le crois, c'est une illusion. Tu te leurres. Ça n'est pas une Yerusha. La Torah, même écrite, ça n'est pas la culture. On en vient à Baba Batra. Alors, vous vous rappelez, évidemment, je suis venu à Baba Batra par évidemment la Kushia qui s'impose, la Kushia qui se pose d'elle-même plutôt. La difficulté se pose d'elle-même. Rabbi Yossé nous dit, ce n'est pas une Yerusha. Le verset, Moshe nous dit dans Zot Abracha, c'est une Moracha. Alors, bon, nous ne sommes pas très avertis. Pour nous, Moracha et Yerusha, c'est synonyme. C'est la même racine, Yarash, hérité. Moracha, on le traduit d'ordinaire par héritage. Yerusha par héritage. Voilà, grosso modo, c'est synonyme. C'est donc contradictoire. Quoi, Rabbi Yossé ne sait pas que... Mais depuis tout petit, on nous apprend que Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov. On nous apprend que c'est un héritage. C'est notre culture. Ce qu'on nous apprend tout petit. Alors, la difficulté est posée dans Yerushalmi Baba Batra. C'est un très très beau... Alors, c'est extrêmement ramassé, très succinct. Et donc, on va essayer grâce au Pnei Moshe. Donc, Moses Margulies, Rav Moses Margulies, grand commentateur, le principal commentateur du Talmud Yerushalmi, qui fut, je vous le rappelle, le maître du jeune Gaon de Vilna. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, l'Halacha Bet du 8e Perek de Baba Batra, Yeshno Chalin, dans le Talmud Yerushalmi. Halacha Bet, Matnitin, la Mishnah dit, Matnita, Benot Selofrad, Natnu Shlosha Chalakim. La Mishnah traite des Benot Selofrad. Donc c'est le chapitre consacré aux lois d'héritage, Yesh Nochalin. C'est le chapitre sur les droits de transmission, etc., etc. Il y a une Mishnah, c'est Halacha Bet, qui parle des Benot Selofrad, le fameux épisode des filles de Tselophrad, qui, n'étant que... Tselophrad n'a eu que des filles, les filles ont réclamé leur part d'héritage. Est-ce qu'elles héritent? Est-ce que les filles héritent en l'absence de garçons? Alors, la Mishnah dit, Benot Tselophrad natnu shlosha chalakim. Les Benot Tselophrad non seulement ont eu raison, mais elles ont hérité 3 parts. Benachala, dans la Nachala en Eretz Israël. Chelek Avien, la part de leur père, Shayam Yotzei Mitzrayim, parce que leur père était l'un des ressortissants d'Égypte, si je puis dire. D'accord? Or, la Nachala était fonction de partager entre les Yotzei Mitzrayim, non pas entre ceux qui ont pris possession de la terre, mais le partage a été fait d'après ceux qui étaient sortis d'Égypte, la plupart étant morts entre-temps, puisqu'il y a eu les 40 ans. Alors, ce Tselophrad était un ressortissant d'Égypte, il avait une part dans la Nachala. Vechelko im echav benir sechefer. Or, son père à Tselophrad, Chefer, lui aussi est un Yotzei Mitzrayim. Donc lui aussi a une part, distincte de celle de son fils. Mais entre-temps, il est mort. Son fils et ses frères ont donc hérité une part de Chefer. Donc Tselophrad, ensuite de sa part, a hérité une portion de l'héritage, une part de l'héritage de son père. Deuxième, donc Chelek. Et le troisième, Veshaya Bechor, Natal Shnei Chelakim. Et troisièmement, parce qu'il était l'aîné, lui, Tselophrad, dans l'héritage qu'il a fait du Chelek de son père, il a pris double part, Pishnaim, puisqu'il est le Bechor. Double part. D'accord? Tout ça revenant donc au Benot Tselophrad. Voilà ce que dit la Mishnah. Elles ont donc hérité 3 parts.
Là-dessus, prenez donc le Kaf Gimel maintenant. Rabbi Yochanan métive, Rabbi Yochanan objectait. Il cite un pasouk, le fameux pasouk de Shemot auquel je faisais allusion, dans lequel il est dit que la terre est une moracha. Le verset dit Ve'veti etrem el eretz avotechem, je vous conduirai dans le pays de vos pères, etc. Et le verset termine par ces mots Venatati ota lachem moracha, et je vous la donnerai en moracha, qu'on traduit d'ordinaire par héritage. Je vous la donnerai en héritage. Là-dessus, Rabbi Yochanan demande Immatana lama yerusha. Si c'est une matana, si c'est une donation, pourquoi parler d'héritage? Dieu la donne, les Bnei Israël ne l'héritent pas. Ça leur est donné. Ve'im yerusha, et si ils héritent, puisque c'est dit que c'est un héritage, lama matana, pourquoi parler de matana, de donation, puisqu'il s'agit d'un héritage? D'où la conclusion de Rabbi Yochanan. Et là, Me'achar shenetana lahen leshum matana. Non, parce qu'il leur a d'abord donné à titre de donation, chazar, unetana lahen leshum yerusha. Il leur a donné deux rechefs, comme si voilà, après l'avoir donné, il a ajouté les Shum Yerusha, il leur a donné deux rechefs à titre de Yerusha, à titre d'héritage. Donc il leur ordonne cette terre, et puis il dit et je vous la donne. Et maintenant que je vous l'ai donnée, je vous la donne à titre d'héritage. Des Havot. Regardez ce que dit le Pnei Moshe là-dessus. Donc vous l'avez, Pnei Moshe, dans la marge de droite. Alors, prenez à partir de la 4e ligne. Kashia, 4e grande ligne. Kashia, la difficulté c'est quoi? Immatana lama yerusha, vechule. Il explique. De le shon matana lechod, ve le shon yerusha lechod. Parce que le mot de matana, ben c'est une chose à part entière, et la yerusha, c'est une chose à part entière. On ne peut pas à la fois être et matana et yerusha. De yerusha, hi mechamat shemurzakin kvar mirushat avotenu Avraham, Yitzhak et Yaakov. Car Yerusha signifie que Murzakin Kvar, voilà, il y a le terme qui est très important. Murzakin Kvar, on est déjà tenu à cette terre, pour ainsi dire, à ce pays, Mirushat Avotenu, par le fait d'un héritage de nos pères. Alors, je vais revenir juste sur le terme de Murzakin. Je fais juste un petit retour en arrière. Dans le Pnei Moshe, sur la Mishnah, le Pnei Moshe sur la Mishnah dit, parlant des Bnot Tzelophan, Afal pi shadayin lo yarshu et haaretz, vous l'avez donc, c'est le deuxième Pnei Moshe, le Dibur HaMatril, c'est Benachalat Eretz Israël, et c'est à la fin. Le Pnei Moshe dit, Afal pi shadayin lo yarshu et haaretz, bien qu'ils n'aient pas encore pris possession de la terre, puisqu'on est dans le désert. Hein. Donc ils n'ont pas encore conquis la terre, ils n'ont pas pris possession de la terre. Ve'ein bechor notel pishnaim baraoui lavo leachar mita. Or, il est un dîme bien connu, il est une loi bien connue dans le droit de succession. Un bechor, un aîné, ne peut pas hériter double part d'un bien susceptible de lui revenir après la mort, donc revenir à l'avenir. Or, ici, la terre est seulement susceptible de lui revenir après la mort, puisqu'il n'y a pas de possession de la terre encore. D'accord ? La terre n'est pas encore, on n'en a pas encore pris possession. Donc,
Pour les autres lois d'héritage, ça peut encore aller, on peut encore se partager les... Mais pour le Pishnaïm, pour la double part, non, ça ne peut pas être un bien qui raoui lavo, susceptible d'advenir, il faut que ce soit un bien Mourzak dont on a déjà la possession. C'est pour ça alors donc la Mishnah, elle pose problème. C'est pour ça que le Pnei Moshe dit Eretz Israël. Et donc il anticipe sur la suite de la Gemara. Il dit Eretz Israël, c'est comme ça qu'il conclut, Mourzeket hi. Eretz Israël, elle est Mourzeket. Alors effectivement, Eretz Israël, on n'en a pas pris possession, on n'en a pas la possession, mais elle est Mourzeket. Elle est présumée, elle est, comment dire, elle est, comment vous traduiriez? Ah, c'est pas réservé, non, c'est plus Mourzeket. Faire chazaka, c'est vraiment, la chazaka, c'est une présomption de possession. Mourzeket, elle est présumée, déjà présumée, terre des Bnei Israël. Mourzeket, c'est le terme légal. Donc, je reviens maintenant au Pnei Moshe de Kaf Gimel. Le Pnei Moshe dit Mourzakin, donc il reprend le terme. En vertu de la Yerusha, en vertu de l'héritage, Mourzakin Kvar, les Bnei Israël sont Mourzakin Kvar, sont déjà présumés possesseurs de la terre en vertu de l'héritage de leur père. En revanche, la Shon Matana, Mashma, le mot de Matana, le terme de Matana, de donation, Mashma, laisse entendre Sha'adaïn iten lahem, qu'il doit encore leur donner, Vena Mourzakin, et qu'entre-temps, ils ne sont pas encore présumés possesseurs. Tant qu'il ne leur a pas donné, ils ne sont pas encore Mourzakin. Tandis que quand on est Yoresh, un héritier, et il est Mourzak, il est déjà présumé ou possesseur anticipé, si vous voulez, de ce qu'il va hériter. C'est pourquoi le Pnei Moshe dit et la Vadaï, Achikamar, et il parle au nom de Rabbi Yochanan. C'est pourquoi il faut dire mais achar shenatan lahem mishum matana chazar v'natan lahem av mishum Yerusha. En vérité, il l'a d'abord donné, mais comme il ne voulait pas leur donner seulement les Shum Matana, mais qu'il fallait d'abord la leur donner, il la leur donne d'abord à titre de donation, mais il veut aussi que ce soit reçu comme une Yerusha des Avot, c'est pourquoi il la donne en un deuxième temps, mais presque qui succède immédiatement, les Shem Yerusha. Là-dessus, qu'est-ce qu'on apprend de Rabbi Yochanan? Nous dit le Pnei Moshe, al kol panim, quoi qu'il en soit, hayalo lilmod, Moshe, puisque c'est ça la tioufta de Rabbi Yochanan, Moshe lui s'est demandé qu'est-ce que je dois faire avec les benot Tselofran. Ben, Rabbi Yochanan dit, hayalo lilmod, il aurait dû apprendre de ce verset. Moracha, des Mourzekati Kirusha Migvar. Quel est Mourzeket? Que la terre Eretz Israël, c'est déjà Mourzak, qui Yerusha Migvar, comme si c'était un héritage déjà que les Avot avaient préparé. Moshe, il aurait dû dire, il dit Moracha Moshe. C'est ça que dit Rabbi Yochanan. Pourquoi Moshe, qui dit Moracha, n'apprend pas de là? C'est de lui le terme. Pourquoi il n'apprend pas de là le psak des Bnot Tselofran, puisqu'il est allé demander au bon Dieu, mais qu'est-ce que je dois dire, moi, qu'est-ce que je dois leur dire? Mais il dit, mais je ne comprends pas, c'est toi-même, Moshe, qui a dit de la terre qu'elle était une moracha, donc déduisant que les Bnei Israël sont mourzakim, sont présumés déjà possesseurs de la terre en vertu, à titre d'héritier. Voilà. Ça, c'est la tchoufta dans le Yochanan. Là-dessus, Amar Rabbi Oshaya, c'est le fameux, extraordinaire Rabbi Oshaya qui répond. Écoutez bien, sa réponse quand même est étonnante. Amar Rabbi Oshaya,
Kol makom shenemar morasha, lashon dehe. Alors, on ne peut pas faire plus court. Hein. 2 syllabes. Dehe. Non, toutes les fois qu'il est dit morasha, évidemment, ici, s'agissant d'Eretz Israël, mais entendez, et c'est ce qui va venir ensuite, morasha pour la Torah. Kol makom shenemar morasha, toutes les fois qu'il est dit morasha dans la Torah, lashon dehe, le terme est obscur. Lashon dehe, c'est de l'araméen, du patois, pour dire obscur. C'est un terme obscur. Alors, quelle est l'obscurité? Rabbi, voilà, vous voyez, donc, c'est toujours le Pnei Moshe qui nous l'explique. Prenez le Dibur Matril, Amar Rabbi Hoshaya. Le Pnei Moshe dit Hay lishna de morasha, ce terme de morasha, hava mispekale. C'est le terme de morasha qui, pour Moshe lui-même, était un terme ambigu. Dechol makom shenemar morasha lashon dehe. Ce terme que Moshe pourtant emploie, il l'emploie, mais c'est pourtant, même à ses yeux, un terme obscur. Lashon dehe, alors il explique, lashon kahé v'safek. Kahé, c'est pâle, donc les traits ne sont pas nets, le sens n'est pas net. V'safek, le sens est incertain. Il dit Afkan, de même ici, s'agissant du verset d'Eretz Israël, Mashma nami yesh lefaresh ala safek. Il faut expliquer le terme, il faut montrer combien le terme est obscur. Pourquoi? Des morasha mashma nami, parce que le terme de morasha laisse entendre aussi, chez Morishin livnehem, que des pères font hériter leurs enfants, mais les enfants n'héritent pas eux-mêmes, ne prennent pas possession de leur héritage, n'entrent pas en possession de leur héritage. Pourquoi? C'est ça, donc c'est pour ça le choix de Moshe du terme de morasha. Pourquoi le terme de morasha est incertain? Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, certes, leurs pères, les Avot, leur ont fait hériter Eretz Kenaan, mais eux-mêmes n'ont pas pris possession de leur héritage. N'ont pas encore pris possession de leur héritage. Ils ne sont pas des Yorshim. Morishin lahem, on leur a fait hériter. Aval enam Yorshim. Mais eux-mêmes ne sont pas des Yorshim. D'où l'ambiguïté, le safek, d'où leur statut incertain. Ça, le terme pour dire ça, c'est morasha. Le terme de morasha dit morishin otam ve'enam yorshim. On leur fait hériter, mais ils ne sont pas entrés, ils ne peuvent entrer en possession de leur héritage. Parce que l'obaou la haaretz, ils ne sont pas encore entrés dans la terre, dans le pays. Là-dessus, on se dit, ouais, qu'est-ce qui va arriver? Les élèves, sans doute les élèves de Rabbi Hoshea, ou les chaverim de Rabbi Hoshea, disent hé, Tivun. Il réplique. Réactive, mais il est écrit, pourtant, Morasha Keilat Yaakov, Torah Tziva Lanu, Morasha Keilat Yaakov. Tu vas pas nous dire quand même que Morasha, dans ce contexte, Morasha est un terme obscur. Ça ne s'y prête pas, il n'y a pas d'obscurité là. La Torah, c'est bien notre héritage. Pourquoi? Quelle est la différence avec la terre? Allez, petit exercice pour vous réveiller. Quelle différence avec la terre ici? La terre, l'oba ou la haaretz. Le safek qu'il y a, c'est que les avot font hériter la terre aux banim, mais les banim, l'oba ou la haaretz. Donc ils ne sont pas yorshim. Mais est-ce qu'on peut dire ça à la Torah? Le Pnei Moshe, qui est quand même pas très, je veux dire, pas très à l'aise, le Pnei Moshe dit simplement Mashayach lashon de'e à la Torah. C'est tout ce qu'il dit. Mashayach. En quoi c'est pertinent de dire, s'agissant de la Torah,
de parler de Lachon et d'un mot, d'un terme obscur. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Il ne l'explique pas. Il dit Machayar. On sent la gêne du Pnémoché. Mais pourquoi, en vérité, c'est pas pareil? Exact. Oui, alors précise. Donc ceux qui Oui. sont sortis d'Égypte, Donc, les Yotzei Mitzrayim sont reçus la Torah, donc ils ont été causés de la Torah, quelque part, ils peuvent la transmettre par héritage. ouais, donc précisément, la différence avec la terre. Alors que la terre, Bon. ils ont jamais, Oui. jamais acquise. Bah, jamais, ils ne l'ont pas encore acquise. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est encore un peu flou, mais c'est ça. Alors je vais essayer de préciser en lâchant des... On va préciser les contours. On va comparer la terre et la Torah. Alors ce qu'il y a à la réflexion de frappant, c'est la dissymétrie, ou le chiasme, plutôt la dissymétrie entre la terre et la Torah. Pourquoi? Je vais essayer d'être clair. La terre jouit d'une existence objective. La Torah jouit d'une existence subjective. Le savoir, ça n'existe que subjectivement. De la terre, il y a propriété, après Biata arrête, il y a propriété par le peuple juif. La terre devient la propriété du peuple juif. En revanche, la Torah, nous dirons que la Torah n'est pas propriété du peuple juif. La Torah, c'est le propre du peuple juif. Exactement comme la culture française n'est pas la propriété du peuple français, si tant est qu'il existe un peuple français, ce que je ne crois pas. Mais la culture française est le peuple, est le propre du peuple français, ce n'est pas la propriété. En revanche, on ne peut pas dire de la terre qu'elle est le propre du peuple juif, ça n'a pas de sens. Elle est la propriété. Et c'est lié. Les deux choses sont liées. La terre ne peut pas être dite le propre du peuple juif parce qu'elle jouit d'une existence objective et non subjective. En revanche, du propre de la culture ou de la Torah, on peut dire qu'elle est, donc laquelle jouit d'une existence subjective, qu'elle est le propre du peuple juif. C'est compris jusque-là? Quoi? Ça te fait rire? C'est compris? Non. La terre, la Torah. Ah non, c'est tout d'accord, je crois que tu ris. Tu ris parce que c'est évidemment simple. D'accord, je préfère ce rire-là, d'accord. Alors, je ferai quand même une remarque, parce que je vais y revenir au corps. Ce qui est intéressant, de ce point de vue, c'est le statut du corps. Parce que le corps est intermédiaire entre l'existence objective d'un homme et son existence subjective. Intéressant. Et comme vous savez, un intermédiaire, ça c'est dans les grands... C'est le béaba des leçons de Chassidut sur Hatzilut, par exemple. Hatzilut qui est Malchut, Hatzilut est intermédiaire, d'accord, entre le Ein Sof et la Bria. Donc, leçon de Chassidut élémentaire, donc, elle tient des deux. Hatzilut tient à la fois de l'infini et du fini. Bon, ça c'est... Ben, le corps, pareil. Parce que le corps est intermédiaire entre le monde objectif et le monde de la subjectivité, le corps tient des deux. C'était une remarque, simplement pour ceux qui s'intéressent à la question du corps, et je ne doute pas qu'il y ait parmi vous des gens que le corps intéresse. C'est intéressant de l'étudier sous ce biais.
Autrement dit, si vous voulez, par un bout, le corps est ma propriété, d'où les conséquences sur les femmes, et par un autre, le corps, c'est moi, c'est mon propre, c'est mon bien propre. C'est pourquoi, dans l'Yerushalmi, Hetivun, ils objectent, Ve'aktiv Morasha Kilat Yaakov. Et comme l'écrit Margoulies, Ma Shayach Lashon Dehe à la Torah, qu'il faut comprendre comme signifiant ce qui fait l'ambiguïté de la terre, le Dehe, le Lashon Dehe de Morasha s'agissant de la terre, c'est que justement, il y a la distinction entre Morasha et Yerusha, entre Morishin et Yorshin. Il y a comme un hiatus entre le Morishin, Morasha, et le Yorshin, Yerusha, entre le faire hériter et l'hériter. Entre l'héritage en tant qu'il est fait hériter et l'héritage en tant qu'il est pris. C'est ce hiatus qui fait tout le hiatus. Pourquoi ? C'est que la Terre existe objectivement. La Terre existe objectivement avant même d'appartenir aux Hébreux. Avant même que les Hébreux en prennent possession. La Terre, de par son objectivité, préexiste au peuple juif. En revanche, la Torah n'existe que comme le propre du peuple juif, comme son bien propre. Que comme son bien propre. Il n'y a donc pas, s'agissant de la Torah, il n'y a donc pas hiatus entre Morasha et Yerusha. Morasha, ça dit ça. Ça dit, c'est le bien propre du juif. C'est le propre du peuple juif que la Torah, comme la culture française, c'est le propre du peuple français. On est d'accord? On suit? Non. C'est pourtant pas compliqué, là. Le sens du Hetivun. Le sens du Hetivun, c'est quoi? L'objection des Chaverim de Rabbi Oshaya. Allez, on t'accorde que Morasha ce soit ambigu s'agissant de la terre. Pourquoi? Ben oui. Parce que la terre, jouissant d'une existence objective, la terre, il faut non seulement la faire hériter, mais il faut encore que les héritiers en prennent possession. Donc, l'héritage se fait en 2 temps. En revanche, la Torah, il n'y a pas de Torah sans peuple juif, il n'y a pas de peuple juif sans Torah. Donc il n'y a pas de 2 temps dans la prise de possession de la Torah. Aussitôt qu'il y a Torah, il y a peuple juif. Je ne vais pas vous renvoyer aux psukim, etc. Les psukim sont clairs là-dessus. Il n'y a pas, pour ainsi dire, le peuple juif naît tout fait, je veux dire, naît avec sa culture. À la différence des Israéliens, qui s'acharnent à fabriquer de la culture. Eh ben, les Juifs, le peuple juif, il est né avec. D'accord? L'Israélien considère qu'il n'existe pas sans sa terre. Non, mais ça, c'est un autre problème. Ben, il a le même rapport que le juif Que- avec la Torah. Oui, enfin, tu sais les problèmes que ça pose. Je veux dire, tu n'ignores pas les problèmes que ça pose. Il y a des Arabes. Mais non, enfin, la terre, il nous l'a prise.
Je sais que l'Israélien tente à l'autisme, à ne plus voir. Bah, hélas, les Arabes leur rappellent qu'ils existent. Mais il y a une contestation par les Arabes de la présence juive sur la terre. Mais encore une fois, ta remarque est prématurée, mais c'est pas grave. Je vais y revenir. Mais j'allais y revenir. Mais effectivement, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que jamais un Arabe, même les plus malveillants, ne dira « la Torah, c'est nous ». Jamais. Ils vont s'inventer un Coran et dire le Coran, c'est un dépassement de la Torah, comme les chrétiens. Il y a une ancienne alliance. Il y a une nouvelle maintenant. Brit Hadasha. Jamais. Pourquoi? Mais parce que, sans le savoir, ils sont conscients que la Torah, c'est le juif. Le juif, c'est la Torah. La terre, non. La terre, on peut contester. Mais la terre, quel rapport? La terre, elle existe. Elle existe avant vous, les juifs. Imagine les Cananéens, ils viendraient aujourd'hui, parce que le Midrash met en scène les Cananéens qui reviennent et qui disent « Hé, bande de voleurs, rendez-nous la terre !» Qu'est-ce qu'on va dire? Tu vas dire quoi? Ah ben voilà. Le gouvernement d'Israël, c'est pareil. Voilà. Voici la réponse donc de Rabbi Oshaya à cette tioufta anonyme. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Oshaya? Au contraire, il n'y a pas plus grande obscurité que celle-là. S'agissant de la Torah, le terme, l'emploi de moracha, eh bien, il n'y a pas plus obscur que ça. Let dehe sagya mine. Extraordinaire, c'est du patois. Let dehe, il n'y a pas d'obscurité. Sagya mine. Lisez sagya en Suisse. Sagya mine, plus grande que cela. Quelle? Il n'y a pas plus grande obscurité que là. Oh, alors là, on est scié. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus grande obscurité. Mais je ne comprends pas. Que la terre, on puisse nous en transmettre la propriété sans que nous en prenions encore possession, d'accord? Morishin laem ve'enam yorshim. Si c'est ça, si c'est en cela que consiste le dé, mais la Torah, il n'y a pas de problème. Pour la Torah, il n'y a pas. Il ne fait aucun doute, pour personne, même pour nos ennemis les plus acharnés, il ne fait aucun doute qu'elle est notre bien propre, qu'elle est, pour ainsi dire, consubstantielle au peuple juif. Non mais, regarde, c'est quand même un fait étonnant. Il n'y a pas un antisémite au monde, dans toute l'histoire de l'antisémitisme, qui se soit levé pour dire « Hé, la Torah, c'est nous !» Il n'y en a pas. Ils auraient pu nous contester, ils auraient pu venir et nous contester. Sauf le Midrash sur Esav. Ah, il est ambigu sur Esav. Aucun doute donc que la Torah soit consubstantielle au peuple juif, qu'elle soit consubstantielle au peuple juif. La Torah, elle est en notre possession, comme la France est en possession de sa culture, possession d'un caractère inaliénable. Les Américains, les Chinois, qui nous pillent, ne vont pas venir et dire « Ah, la France, c'est nous! La culture française, c'est nous!
C'est dans notre possession aussi. Ça vient, voilà. La culture, c'est une possession d'un caractère inaliénable. La Torah, c'est pareil. Demandez à n'importe quel... Mais on a pu dire ça de la Grèce. La Grèce, c'est nous. Je sais pas le dire. Oui, la Grèce, c'est nous, c'est sur les Yorshim, Français, les héritiers. ça, Oui, mais quand ils disent c'est nous nous les héritiers. Ah oui, après, tu as les querelles d'héritiers, ça c'est possible. Je veux dire, tu as un fils qui dit mais c'est moi l'héritier. Et l'autre dit ah, mais non, c'est moi. Ça c'est autre chose. Alors, j'ai dit dans le préambule, et c'est pour ça que j'ai fait ce préambule, qu'un savoir sitôt déposé perdait son caractère vital qui tient à l'oralité pour se changer en sédiment. D'accord ? Cette transformation, ou plutôt cette sédimentation, c'est ce qu'on a pu appeler Yerusha. On est d'accord. J'appelle donc histoire intellectuelle, ou plus communément culture, l'ensemble sédimentaire des idées et des mots propres à une nation. Et c'est exactement ce que désigne le terme de Yerusha. Il désigne cela. Or, Rabbi Yossé nous dit, la Torah comme telle n'est pas une Yerusha, n'est une Yerusha pour personne. Entendez ce qu'il dit, la Torah n'est une Yerusha pour personne. La Torah n'est une culture pour aucun juif. La Torah n'est pas un ensemble sédimentaire d'idées et de mots propres au peuple juif. C'est ce qu'il dit. Je n'y peux rien, c'est ce qu'il dit. La jeunesse. Et pourtant, on a admis comme une évidence quel est le bien propre, quel est consubstantiel au peuple juif, quel est le bien propre. Alors, comment on s'en sort avec Rabbi Yossé? Je résume la difficulté. La Torah est et n'est pas à la fois le propre du peuple juif. C'est ça le déhé. C'est ça l'ambiguïté. C'est ça le déhé. Et c'est ce déhé-là qui s'appelle Moracha. Mais cette fois, Moracha d'une autre portée que celui d'Eretz Israël. Alors, c'est ça le déhé. Le déhé, grâce, il nous est expliqué, pour ainsi dire, par Rabbi Yossé. Rabbi Yossé est antérieur à Rabbi Oshaya. Mais, au fond, il y a la résonance de Rabbi Yossé dans l'oreille de Rabbi Oshaya. Il y a du déhé. Il y a de l'obscurité dans l'emploi du terme de moracha s'agissant de la Torah. Quelle obscurité! Elle est et n'est pas à la fois le propre du juif. Comment lever cette ambiguïté? Puisqu'il s'agit évidemment de lever cette ambiguïté. Ambiguïté qui se donne naturellement à tout juif qui veut étudier. Donc déjà, le juif qui croit que voilà, c'est une culture et que, somme toute, cette culture, il faut en savoir le plus possible. Ça, c'est les frénétiques des kollels. Ou les autres, les papillons. Oh, butine, ici et là, un peu de Torah, ça, voilà. Tout ça, c'est des vétires. D'accord? C'est ce que dit Rami. Il y a du déhé. Si l'on ne se cogne pas contre l'obscurité qu'il y a dans le terme de Moracha,
si on ne... Alors on est dans l'erreur. Ça ne sert à rien. Alors franchement, plutôt qu'étudier la Torah, autant aller étudier les philosophes, la littérature, comme d'ailleurs certains de mes élèves ont fait. Donc, quoi? C'est pas le cas? Alors, comment lever l'ambiguïté? Au fond, comment? Évidemment, vous avez compris, c'est ça le Hadken Atzmach, les mots de Torah. Mais la réponse de Rabbi Oshaya, c'est la suivante. Tu veux lever l'ambiguïté qui pèse sur la Torah, sous le titre de Moracha, tu veux lever l'ambiguïté? Il répond Mandulae ou Mashkar Kula. Il y a cette phrase totalement. Mandulae, quiconque s'éreinte, ou Mashkar Kula. Il la trouve toute sublime. C'est presque du René Char, hein, mais encore, c'est fleuri René Char. Je sais pas, il n'y a pas du... c'est de la poésie télégraphique. Mandulae hu mashkar kula. Celui qui s'éreinte, il la trouve toute. Alors évidemment, deux termes fondamentaux. Lae, s'éreinter, et kula, toute la Torah. Hein? Quiconque. Non, d'où c'est le relatif. Man, d'où, quiconque. Celui qui, man, d'où. Man de Amar, celui qui a dit. Da, de Amar en araméen oriental, parce qu'il y a deux araméens. L'araméen qu'on parlait en Eretz Israël et l'araméen qu'on parlait en Bavel. L'araméen occidental, c'est celui du Yerushalmi. Donc, d'où, c'est équivalent à dé au suffixe, au préfixe dé en araméen. On a déhamar. Alors, il est dit deux choses. L'éreintement, c'est-à-dire l'étude éreintante. Donc là, c'est clair. Hein. Voilà, pas d'illusion à vous faire. Hein. Si vous n'êtes pas éreinté à l'étude, vous n'avez rien fait. Rien. Donc Dafayomi, compagnie, au chiottes. Je veux dire de l'histoire. L'éreintement, c'est-à-dire l'étude éreintante. Première chose. Et deuxième chose, la totalité de la Torah. Il est question de Kula, toute la Torah. Mashkar Kula, il la trouve toute. Ça veut dire quoi? On étudie un petit truc, on s'éreinte sur un sujet, Mashkar Kula, il la trouve toute. Pourquoi toute? Un petit bout, déjà, un petit bout, on serait content. Un chouïa. Dans les termes de Milner, Kula, la Torah, on trouve la Torah comme savoir absolu. C'est l'expression célèbre, chez nous, j'entends, de Jean-Claude Milner. Alors, pour vous aider, pour terminer là-dessus, vous aider à comprendre cette idée de Mashkar Kula, il la trouve toute, une image. Il y a grosso modo deux sortes de totalité. Le tout organique, comme le corps vivant, et le tout par assemblage de pièces. Le tout artificiel. Et je dirais tout de suite, je fais une incise, je dirais d'emblée que la Torah forme un tout organique, tandis que la culture forme un tout par assemblage. Je termine l'incise.
Lorsque je touche une main, je touche un corps. Même si ce corps se dérobe à mes yeux, je touche une main, je touche un corps, pour autant que je sente la main vivante. Je touche une main vivante, même si le corps est dérobé à mes yeux, je peux dire que je touche un corps. Une main n'est vivante que partie d'un tout organique qui s'appelle le corps. Comme si, par le flux vital du corps, comme si par le flux vital, le corps se communiquait à la main, le tout à sa partie. Phénoménologique, hein, il n'y a rien de mystique là. Eh bien, c'est cela la Torah. C'est ça la Torah. C'est uniquement par l'étude éreintante que l'on touche à la, entre guillemets, main vivante. Uniquement à l'étude éreintante que l'on touche la vie de la Torah, Torah Traim, qui se communique à ses parties, les parties étudiées. C'est uniquement par l'étude éreintante que la vie se fait jour. Sinon, c'est la culture, Yerusha. Et donc, par voie de conséquent, on va tenter, par l'assemblage des parties inertes, par l'assemblage des parties mortes, on va tenter de recomposer, de reconstituer le tout comme on reconstitue un puzzle. Prenez n'importe quel... Moi, j'avais un Chaver que j'aimais beaucoup, que vous connaissez, donc je tairai le nom, par respect pour lui. J'avais un Chaver qui me dit, on a étudié, éreintant, on a eu une Chavruta très éreintante. Il craque après 6 mois et me dit, moi maintenant, je veux parcourir le Shas. Voilà. Il a l'idée de la Torah comme un tout, l'idée de la Torah comme un tout par assemblage. C'est-à-dire qu'il faut que pièce par pièce, que je reconstitue, moi, à mon tour, le tout, puzzle. Donc tel mastertot, tout doit se reconstituer dans ma tête. Ça c'est Yerusha. Encore une fois. Parce que des juifs comme lui, il y en a pléthore, qui sont seulement soucieux d'assembler des parties, des inyanim, des sugyot, comme si la Torah était un tout par assemblage et non, au contraire, un tout organique. À cela, à ces juifs-là, ces juifs de l'étude, parce qu'au fond, Rabbi Yossé exhortait, visait les juifs de l'étude, les autres, ne compte même pas. Ena Yerusha lecha atken atzmach. C'est atken atzmach. Démunis-toi de l'illusion de l'héritage. Démunis-toi de l'illusion que la Torah forme une culture. Éreinte-toi à l'étude. Il n'y a pas d'éreintement si l'on ne s'est pas d'abord démuni, d'où le titre de la séance précédente, la condition démunie du juge de l'étude, si l'on ne s'est pas défait, démuni de ces illusions-là. Voilà.
Si vous avez des questions, on attaque la troisième partie, la troisième sentence la prochaine fois, qui, nous l'avons vu la dernière fois, fait l'objet de la part du Rambam, donc le fameux, troisième sentence, kol ma'asecha leshem shamayim, que tous tes actes soient leshem shamayim. Ça fait l'objet de tout un chapitre dans les Shmona Prakim, le chapitre, le Perek Chamishi, le 5e chapitre des 8 chapitres. Donc, il faudra que nous lisions puisque le Rambam y renvoie, et tout le chapitre n'est que l'explication de cette sentence de Rabbi Yossi. Donc, on s'attardera beaucoup sur le Rambam la prochaine fois, sans doute 2 séances. Voilà, entre-temps, si vous avez des questions. Sinon, c'est pas grave, mais bon, c'est bien qu'il y ait un peu de répondant, un peu de réaction, n'est-ce pas, Rudy? On avait dit tout à l'heure. Allez, il faut que ça réagisse un peu. Donc le moracha du Passouk. Eh bien, à nous de lever l'ambiguïté. Le moracha du Passouk, let dehe sagia mine. Il n'y a pas de terme plus ambigu. Il n'y a pas plus ambigu que cette moracha-là de la Torah. C'est tout, c'est une donnée. C'est une donnée textuelle. Il appartient à tout juif de l'étude de lever l'obscurité, de dissiper l'obscurité, de lever, de faire la lumière, de faire le jour. Et ça. Mais c'est une ambiguïté voulue. Ben oui, ah oui, tu crois que c'est une ambiguïté involontaire de la part de Moshe? Oui, quand même. C'est le hasard. Il me semble que pour accéder au tout organique, Mm. il faut une chance incroyable ou une étincelle de hasard. Ah, donc ce que disait Patrick. Parce que, Pourquoi? Parce que le monde est entièrement dans le tout assemblé. C'est tout le contraire de Atken Atzmar. Le Atken Atzmar te dit, ça n'est pas le fait du hasard. Ça ne peut être que de ton fait. Sinon, c'est condamné au culturel, au tout par assemblage, à la pétrification. C'est fini, c'est cuit. Il y a la vie, le caractère vital de la Torah, le Torah de Chaim, le caractère vital, ne se révèle que par l'éreintement. Ouais. Mille choses à dire, mais juste sur la dernière partie, l'éreintement, donc il fait plus tard, on le connaît, certains. En quoi s'oppose-t-il à une connaissance, non pas encyclopédique, mais complète? Je ne s'oppose pas. Vous parliez du voyage que votre Haver a Oui, fait non, de mais chasse. oui, Parce que mais c'est un projet. Le travail d'une chavouta dure, Ouais. sans concession, et qui fait vivre la Torah, Ouais. qui ne la laisse pas de pierre, n'est-ce pas? Elle est d'autant plus profonde et approfondie que l'on est connaisseur Non, ça c'est faux. des psukim et des... Toute la... Ah. Alors je parle, disons que je parle, admettez que je puisse parler en demi-naïf. Toute ma sécrète fait des renvois aux psukim, à des commentaires, au chumash, bien entendu. Ouais. Et, Oui, mais là, on commence à considérer que ce n'est pas pétrifié, la Torah, ce n'est pas pétrifié, la chavouta, que de vouloir, d'ambitionner de parcourir la totalité du chasse, s'il est possible. Mais sans en faire quelque chose de pétrifié. s'il n'y a pas d'autre horizon. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas d'autre horizon, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas d'autre horizon pour ces gens-là. Il n'y a pas d'autre perspective que de reconstituer le puzzle dans sa tête. J'ai beau leur dire, mais enfin, les machines font mieux que toi, ils font toujours mieux que toi. Et dans ta tête, tu auras un logiciel dans ta tête. Ça veut dire quoi? Laisse les logiciels aux machines. Laisse l'exhaustivité aux machines. La vie, mon vieux, la vie. Alors, ah oui, on va peut-être donner la vie aux machines, tiens. Je ne défends pas ça, j'ai vu ça dans les yeshivot. Non, mais encore une fois, Ça existe. je ne condamne pas l'encyclopédisme comme résultat. C'est-à-dire, on peut
à force de s'être éreinté à l'étude, avoir acquis une connaissance encyclopédique. Ça, c'est très bien. C'est très heureux. C'est une chance, même. Mais je ne parle pas de ça. Je parle du projet d'acquérir une connaissance exhaustive. Ça, c'est le projet. Il n'y a pas un juif des yeshivot, presque pas un, qui n'ait ce projet. Il n'y a rien d'autre qui compte. Rien. Voilà. Parce qu'il y a une erreur de base. Bah, Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui fait l'étincelle, à part l'éreintement dont tu parles? il n'y a pas. Il doit y avoir, parce que sinon, il s'éreinte. Non, avant l'éreintement, non. Avant l'éreintement, il y a le Hatken Hatzmar, c'est-à-dire être capable de se démunir, être capable d'être devant un texte démuni, totalement démuni. Je ne sais, voilà. Et pas plein de savoir. Non, démuni. Démuni. Rien. Fait table rase. Descartes dirait, bref. Au fond, l'attitude de Descartes, c'est celle-là. Il héritait lui aussi la culture scolastique, etc. Je fais table rase. Je me démunis. Je suis démuni. Voilà. Et je recommence. Et j'y vais. Est-ce qu'il s'est éreinté? C'est un autre problème. On peut peut-être y voir des indices d'éreintement, mais dans les méditations, c'est un autre problème. En tout cas, pour le juif, il n'y a pas le choix. Tout simplement parce qu'il y a de la vie, c'est Torah Chaim. Personne, pour un occidental, la culture, c'est mort. De toute façon, ils sont tous des descendants de l'Égypte. Culture, c'est culte des morts. C'est la nouvelle, si je veux, c'est rien d'autre qu'un culte des morts. Alors, les meilleurs d'entre eux voudront, parce que je vais donner ma vie à l'étude. Ouais, mais eux, ils s'arrachent à la culture. Le problème, c'est que la culture les rattrape. On recycle. T'es mort. Tu rentres au Panthéon. Des grands personnages de la culture. Non, mais il faut rendre compte. Rimbaud, c'est une grande figure de la culture française. Rimbaud, on lui aurait dit ça, mais il aurait vomi. C'est ça que vous avez fait de moi. Une merde panthéonique. Ouais, c'est hallucinant. Je parle pas de Voltaire, il rêvait de ça. Toute sa vie, il a rêvé de ça. Mais c'est les grands, comme Rimbaud, comme Descartes, surtout Rimbaud qui était... Ou Baudelaire. Bon, Baudelaire, c'est plus ambigu. Mais lui, c'est sûr qu'il aurait vomi. Parce ils étaient plus vivants. Dans leur folie, ils étaient plus vivants que bien d'autres. Ou les grands artistes, enfin, quelques grands artistes. Beaucoup aussi ont rêvé d'entrer au Panthéon. Ça, c'est de la culture. Prends un Guy Debord, que j'aime pas, je trouve pas que c'est bien. Mais enfin, c'est quand même... C'est le comble de l'ironie. Guy Debord devenu une icône de la culture des années 60. Mais lui qui a condamné la culture. Comme la société du spectacle, c'est devenu une marionnette dans le Grand Guignol.